bienvenue dans l'actu en 7. À moins d'un an des élections générales de 2026, le pays vit au rythme des préparatifs. Lundi 4 août, la Sénat a réuni les partis politiques pour faire le point sur l'organisation des scrutins à venir. Objectif, partager l'état d'avancement et recueillir les observations des acteurs politiques. Une nouvelle rencontre entre la Commission électorale nationale autonome et les partis politiques. Au cœur des discussions, le point des préparatifs entrant dans le cadre des élections générales de 2026. L'objectif de la séance vise à faire le point des activités déjà réalisées et à présenter les étapes à venir du processus électoral. Entre autres activités réalisées, selon le directeur général des élections, figure l'adoption du chronogramme officiel, l'arbitrage et la validation du budget électoral, l'inventaire du matériel électoral dans les communes et la publication de la décision fixant les pièces à fournir pour les candidatures. Qui vous souviennent que dans le chronogramme qui vous a été distribué il y a quelques semaines, les activités des élections couplées législatives, des élections couplées législatives communales, ainsi que de la présidentielle, s'étendent sur 15 mois. Et ce chronogramme contient 53 activités. Seulement, ce que vous ne savez pas, c'est que derrière ces 53 activités, il y a des tâches qui vont concourir à permettre qu'elles soient réalisées, qui ne sont pas dans le chronogramme qu'on vous a remis. Donc il y a beaucoup de tâches que nous faisons. Si je dois dévoiler un secret, à la planification interne de nos activités à la Sénat, nous avons près de 106 activités. Là qu'on a repris en 53 activités. Donc c'est bon à savoir. Je l'ai rappelé au besoin si c'est possible. S'agissant de la présidentielle, le programme des activités pour la présidentielle s'étend d'avril 2026 s'étend sur 18 mois et contient 38 activités. Vous allez voir qu'il y a une différence entre les... Là-bas, c'était 15 mois, ici, c'est 18 mois. C'est parce que le législateur a pris des dispositions qui font que nous commençons les présidentielles, la préparation avant et celle des législatives, dans les faits. Puisque déjà le dépôt des dossiers pour les présidentielles, c'est en octobre prochain. Cette rencontre a permis aux partis politiques de s'approprier des différentes phases du processus. Cependant, des préoccupations et suggestions demeurent. Aux dernières élections législatives, il y a un texte qui a été pris par, je ne sais pas si c'est le ministère de l'Intérieur, qui avait demandé à ce que ces pièces-là soient délivrées de façon gratuite. Est-ce que la Sénat pouvait nous rassurer que la même pratique pourrait être observée pour les élections à venir? Donc je voudrais très bien que vous vous impliquiez dans ce qui se fera à l'ANIP quant à l'envoi de listes électorales informatisées provisoires dans les différents arrondissements et villages quartiers de ville de notre pays. Il faut vous impliquer très sérieusement pour que le parking qui se fera réponde à vos exigences. Pour le 31, on avait déjà essayé de l'Assemblée pour être à même de rencontrer les députés. On n'a pas pu le faire. Le 12 août, la Sénat va rencontrer les maires des communes de la Liborie. C'est une pétition, hein, Liborie, Borgou, Atakura, Donga, pour leur expliquer de quoi il s'agit et comment ça va se passer. Et le 14, à Boyiko, la Sénat va rencontrer les maires des communes de Mono, Koufo, Atlantique Littoral, Sous Colline, Omi Plateau. Il va les rencontrer à Boyiko. Maintenant, on attend de recevoir la date pour aller faire la même opération avec les honorables députés à l'Assemblée nationale. Donc c'est quand on aura fini de faire tout ça maintenant qu'on va sortir une décision qu'on va expliquer comment la procédure pour venir retirer le parrainage. Nous, on n'est pas à ce niveau près. Et par rapport au délai qu'on avait mis dans le chronogramme, ce n'est pas un délai qui est rattaché à une disposition de la loi. C'est un délai qu'on a mis par rapport à notre organisation interne. Mais si le fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, comme par exemple, je vous ai dit, on n'a pas pu rencontrer les parrains jusqu'à présent, nous allons repousser ce délai-là qui n'a rien de légal. La Sénat déroule normalement ses chronogrammes et calendrier d'activité électorale sans grande difficulté. Mais cependant, nous comptons beaucoup sur vous, surtout sur votre collaboration, pour que de façon très civilisée, nous puissions les uns et les autres nous rappeler, nous interpeller pour pouvoir faire les choses afin que le peuple entier sache que la Sénat est là pour rendre le meilleur service de qualité
aux citoyens qui veulent voter, aux citoyens qui sont candidats pour une élection. Entre le 11 et le 18 août 2025, le calendrier officiel de l'élection du duo président-vice-président sera publié. Le 22 août 2025 marquera le lancement des appels à candidature pour les postes d'agents électoraux. Suivront l'introduction de l'application e-déclaration destinée aux partis politiques ainsi que les plateformes e-enregistrement pour les candidats et e-accréditation pour les observateurs. Et qui dit élection dit aussi sécurisation du processus. Les magistrats de la chaîne pénale ont été en formation à Calavi pour mieux prévenir et sanctionner les infractions électorales. Une initiative du ministère de la Justice pour passer en revue la législation et s'assurer qu'aucune faille ne vienne entacher la régularité du vote. Les parquetiers, juges correctionnels et juges d'instruction sont au cœur de cette formation sur le droit pénal des élections. Il s'agit pour eux d'actualiser leurs connaissances afin de mieux appréhender et réprimer les déviances qui pourraient être constatées tout au long des périodes pré- et post-électorales. Il s'agira d'aider les parquetiers dans leur office à mieux apprécier les tests, les différents formats que le législateur a prévus pour leur permettre non seulement d'appréhender, mais de faire réprimer les infractions pendant, après et même au cours de la période électorale. Le juge correctionnel, le juge d'instruction également est invité à mieux jouer son office à travers une revue, la revue des tests, la revue de la procédure. Et ce matin, nous sommes à l'œuvre pour que les différents tests qui concourent à une meilleure appréciation des infractions commises au cours de la période électorale soient revus. C'est une formation qui s'inscrit dans le cadre de l'organisation d'élections apaisées, ce qui implique une vigilance accrue face aux éventuelles dérives et une réponse pénale rigoureuse, proportionnée et ferme face aux atteintes à l'ordre électoral. La justice électorale est le socle de la confiance des citoyens envers les institutions. À quelques mois des échéances électorales de 2026, nous avons le devoir de créer les conditions d'un climat apaisé et d'un processus électoral crédible. Cela implique une vigilance accrue face aux dérives et une réponse pénale rigoureuse, proportionnée mais ferme face aux atteintes à l'ordre électoral. En cela, votre rôle est central. Votre indépendance, votre intégrité, votre compétence et votre sens du devoir seront encore une fois sollicités. Le rôle de ces professionnels étant central, ils sont exhortés à une participation active aux échanges. La tenue régulière des élections libres, transparentes et pacifiques est le socle de toute démocratie. Mais pour que ce socle soit solide, il faut une justice indépendante, impartiale et compétente, capable de juger avec fermeté, mais également avec discernement. Je remercie particulièrement les formateurs mobilisés pour cette session. Leur compétence est une grande qualité pour les travaux à venir. À vous, chers participants, je formule le vœu que les échanges soient riches, constructifs et qu'ils renforcent durablement vos capacités professionnelles. Au-delà du renforcement des capacités juridiques, l'atelier encourage également un partage d'expériences entre praticiens du droit pour une réponse judiciaire plus harmonisée et plus efficace à l'échelle nationale. Sur le terrain institutionnel, le Conseil économique et social vient de boucler sa première session ordinaire de l'année entamée le 11 juillet. Une session marquée par plusieurs recommandations et clôturée le 8 août sur une note de satisfaction. En application de l'article alinéa 1er de la loi organique numéro 2024 du 17 juin 2024, la première session ordinaire du Conseil économique et social a été ouverte le 11 juillet 2025 pour une durée de 30 jours. Au cours des travaux tant qu'en commission qu'en plénière, plusieurs dossiers d'importance ont été examinés.
Après avoir adopté à l'unanimité le procès-verbal de la 3e session extraordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2025, nous avons procédé à l'examen de la décision DCC 25-496 du 19 juin 2025, rendue par la Cour constitutionnelle relativement à notre règlement intérieur. Cette décision, est-il nécessaire de le rappeler, nous a amené à mettre en conformité à la Constitution les dispositions des articles 2 et 3, alinéa 4, dans un esprit républicain de respect de la loi fondamentale, mais aussi de courtoisie institutionnelle, interinstitutionnelle. Au cours de cette session, nous avons, dans un premier temps, suivi avec beaucoup d'intérêt la restitution des travaux des premières sessions extraordinaires et ordinaires des conseils départementaux et procédé, dans un second temps, à l'examen et à l'adoption du rapport de la mission relative à la tenue des dites sessions. Cet exercice a permis au Conseil national d'apprécier le travail réalisé sur le terrain et de formuler des observations en vue d'un meilleur fonctionnement et de nos démembrements territoriaux. Un bilan visiblement satisfaisant selon le président du Conseil économique et social, qui a d'ailleurs remercié les conseillers à divers niveaux pour leur implication et leadership, surtout pour la qualité du travail réalisé. La présente session ordinaire qui tire à sa fin a été également l'occasion d'échanges avec le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, sur le panorama de l'emploi dans notre pays et plus spécifiquement sur le cas de la zone industrielle de Glodjibé, GDIZ. Il a été question pour nous de mieux comprendre, entre autres, les perspectives d'emploi qu'offre aujourd'hui la GDIZ, les profils recherchés par les entreprises, les dispositifs qui sont mis en place par l'ANPE pour accompagner l'adéquation emploi-formation et plus largement les défis et opportunités auxquels renvoie ce modèle pour notre tissu socio-économique. Au cours des travaux, les conseillers ont eu droit à une communication portant sur le thème « Le rôle du secteur informel dans la formation des prix », un thème animé et développé par le professeur Albert Ronloncou. L'idée ici, c'est de dire tel que les prix se forment, il y a le secteur informel qui joue un grand rôle. Parce que quand on est dans un pays ouvert comme le nôtre, les produits peuvent sortir de partout. Pas nécessairement par les frontières officielles, mais par des frontières qui ne sont pas nécessairement contrôlées par l'État. De la même manière, quand l'État veut intervenir dans la régulation des prix, l'État utilise des outils formels qui n'affectent pas directement le secteur informel, mais ceux qui interviennent dans les activités formelles. Et là, ça pose un certain nombre de problèmes. Et nous nous sommes demandé comment on peut faire pour que la régulation de l'État puisse aussi affecter la relation entre le secteur informel et les prix sur les marchés. La prochaine étape pour les membres du CES sera la descente sur le terrain pour informer, communiquer et sensibiliser la population cible sur les importants instruments juridiques dont dispose désormais le Bénin. Côté gouvernance, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a tranché dans l'affaire des accusations de détournement au ministère de l'Énergie, de l'eau et des mines. Verdict, aucune preuve n'a été établie. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, HCPC, a procédé ce jeudi 7 août 2025 à la restitution des conclusions du rapport d'enquête produit par la commission de vérification mise en place dans le cadre des projets d'investissement en eau potable et en énergie électrique dans la commune de Parakou, à la suite des allégations formulées par l'ancien ministre Aponon. Le chef du service des études, de la formation et du suivi-évaluation rappelle à cet effet l'objectif principal de cette commission. Au regard des déclarations du ministre Paulin Aponon, dont nous saluons la présence dans cette salle, que le Haut Commissariat a entendu mettre en place cette commission de vérification qui avait pour mission deux principales missions. La première, c'est de pouvoir vérifier la véracité ou non des propos, mais deuxièmement également d'analyser, d'apprécier
l'efficacité des mécanismes et aux dispositifs institutionnels et administratifs qui sont en vigueur au sein de ce ministère au fin de faire des recommandations de rémédiation. À sa suite, Jacques Migan livre les conclusions du rapport qui stipule qu'aucune preuve de détournement de fonds publics n'a été établie. Les conclusions de cette mission de vérification sont désormais disponibles. Et je suis heureux de vous annoncer que les allégations de détournement de fonds ont été rejetées par la Commission. Aucun élément n'a permis d'établir la moindre preuve de malversation ou de détournement de fonds publics. Ainsi, le réseau de distribution d'eau potable de Parakou est passé de 445 km à 1141 km de conduite installée, soit plus de 156%. La capacité de production d'eau potable est passée de 400 m3 par habitant à 2400 m3, soit plus de 500%. Le nombre d'abonnés à l'eau potable est passé de 16 537 à 28 193. Des forages additionnels ont été réalisés en zone périphérique pour améliorer l'accès à l'eau potable dans les quartiers non raccordés au réseau SONEB. La Commission pointe néanmoins des faiblesses dans la gouvernance administrative, notamment une mauvaise définition des besoins dans le plan de passation des marchés. Sur le plan de la gouvernance administrative et financière, la Commission a noté un manque de pertinence dans la définition des besoins inscrits au plan de passation des marchés du ministère. Une insuffisance de personnel qualifié au sein du secrétariat permanent des marchés publics du ministère de l'Énergie, de l'eau et des mines. Plusieurs autres faiblesses ont été identifiées dans la lourdeur des procédures de passation des marchés au niveau local, retardant l'exécution des travaux. Des recommandations sont formulées en vue de renforcer la gouvernance et d'améliorer la transparence dans la gestion des projets. Il s'agit notamment de réformer les procédures de passation des marchés publics pour améliorer la célérité et la transparence et favoriser l'accélération de la viabilisation des quartiers périphériques. Il urge de créer des unités focales anticorruption au sein du ministère pour une alerte précoce. Ces mesures visent à garantir que les bénéfices des projets atteignent véritablement les populations dans les meilleurs délais. Le HCPC réaffirme ainsi son engagement et assure qu'il restera vigilant dans le suivi de la gestion des projets publics tout en poursuivant ses efforts dans la lutte contre la corruption. Et puisqu'on parle de transparence, les experts chargés de l'audit du fichier électoral ont livré leurs premières conclusions après un mois de travail. Acteurs politiques, sociétés civiles et institutions étaient présents lors de la restitution. En attendant le rapport officiel, voici les constats préliminaires. C'est avec joie que nous avons partagé notre constat sur le fait qu'au Bénin, le système utilisé garantit à tout moment l'extraction d'une liste électorale crédible, fiable. Nous avons même ajouté viable, parce que nous sommes face à un fichier électoral dynamique. C'est ainsi que Ronsard Malunda Nugembi, chef de l'équipe d'experts internationaux, a commencé la restitution sommaire des constats effectués lors de l'audit. La mission démarrée le 7 juillet 2025, après l'arrivée des 4 experts en droit, démographie, statistique et système numérique biométrique, a permis d'analyser le cadre légal, réglementaire, organisationnel et institutionnel. Ce cadre a servi à la collecte et à la gestion des données et servira à l'extraction de la liste électorale utilisée le 11 janvier, jour du scrutin. L'équipe a examiné le dispositif de collecte, les outils et procédures utilisés, ainsi que le mécanisme de transmission et de centralisation des données.
Elle a analysé les 3 bases de données existantes, le Registre national d'identification des personnes physiques RNPP, constitué de toutes les personnes enregistrées au RAVIP et mises à jour après l'opération, le fichier national d'état civil qui interagit avec le RNPP et enfin le fichier électoral extrait à une date et une heure précise. La dernière base analysée a été extraite le 26 juillet 2025 à 13h40. Toutefois, il ne s'agit pas de la base qui servira au scrutin du 11 janvier 2025 puisque le fichier continue d'évoluer. Notez qu'au Bénin, vous avez un fichier électoral dynamique. Et donc, au-delà de base, la mission s'est intéressée aux différentes questions entourant la constitution du fichier électoral et la constitution de ses bases. Enchaînant les constats, Ronsa Malundan Gembi a rassuré que le système juridique béninois est bien fourni. Il est peut-être un peu trop éparpillé car l'expert, au nom de ses collègues, recommande de regrouper les tests pour une plus facile appropriation. Les experts proposent également de changer la date de référence pour la prise en compte de nouveaux majeurs. Par rapport au système juridique, nous avons constaté qu'il était bien fourni, seulement que ces lois devront être regroupées. Parce que toutes ces lois, je ne suis pas très sûr, et le constat fait, c'est qu'ils ne sont pas très connus. Ce cadre légal sera certainement amélioré dans le sens d'étendre l'inclusivité. Ce cadre retient comme date de référence pour l'appréciation de la majorité la date du scrutin, de premier scrutin de l'année électorale. Mais pour les scrutins qui suivront, il se posera un petit problème. On risque d'exclure les nouveaux jeunes qui auront atteint la majorité entre le premier scrutin et les scrutins qui suivront. C'est simple, il faudra que les législateurs retiennent comme date de référence de l'appréciation de la majorité les jours du scrutin concerné. Il serait aussi nécessaire au niveau du cadre légal que le législateur intègre officiellement certaines pratiques de nettoyage du fichier comme la recherche et le traitement des doublons. C'est une question qui n'est pas suffisamment abordée par le cadre en vigueur, relèvent les experts, même si elle est très bien prise en charge par l'ANIP. Ainsi, l'audit n'a pas constaté de doublons. Par rapport à la base de données, les constats sont clairs. Le registre qui a été analysé ne contient pas les doublons parce que la question de la déduplication est réglée en amont du fichier. L'avantage que le Bénin a, le Bénin dispose d'un fichier d'état civil qui est modernisé et stabilisé. Tous les traitements dus à un fichier d'état civil bénéficient au fichier électoral. Et donc, quand l'extraction du fichier électoral intervient, ça intervient dans un environnement où le fichier d'état civil lui-même a déjà été dédoublonné. Donc la question de doublon ne se pose plus. Les experts se sont aussi intéressés au statut de l'ANIP. Ils considèrent comme un avantage que l'organe soit sous l'égide de la présidence de la République, mais estiment que la présidence doit veiller impérativement à ce qu'il reste un organe technique sans aucune influence politique. En somme, ces quelques éléments révélés en attendant le rapport final regroupent des recommandations à l'adresse de l'ANIP, du Parlement et de la présidence de la République. Justement, quelle suite après ce rapport? Réponse du président du comité de pilotage, Jean-Baptiste Elias. La question a été posée de savoir si nous pouvons dire que le fichier électoral est nickel. À travers la réponse du chef d'équipe, vous n'avez pas eu la réponse exacte telle que vous aimeriez avoir. Oui, vous avez raison. Mais il a dit que le rapport final sera présenté dans les prochains jours au COPIL. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail de conception est fait, mais ce n'est pas encore matérialisé. Autre élément important que vous devez savoir au niveau de l'ANIP et au niveau de l'autorité
de protection des données à caractère personnel, aussi bien eux que nous, membres du COPIL, nous avons signé un contrat de confidentialité. Ça veut dire que nous ne pouvons pas dire des choses sans tenir compte de ce contrat que nous avons signé. Rassurez-vous, dès que le rapport final serait en notre possession, je viendrai devant vous pour tout vous dire. Que fera le COPIL selon ce que j'ai appris et selon ce que nous, au niveau du COPIL, nous avons retenu, sauf dispositions contraires ultérieures, les recommandations qui seront faites par les experts feront l'objet d'un suivi par le COPIL. C'est nous qui allons le suivre pour leur réalisation. Réaction aussi du côté de l'opposition à travers son cadre de concertation. Eugène Azatassou et ses pairs partagent à la fois satisfaction et inquiétude sur la préparation du scrutin. Le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition suit avec une attention particulière le déroulement des opérations préparatoires aux prochaines échéances électorales et tient à exprimer ses préoccupations face à certains retards et décisions qui fragilisent la sérénité attendue autour de ce processus. Nous avons pris acte de la lettre de la Sénat adressée aux partis politiques annonçant le report signé de la distribution des fiches de parrainage initialement prévues pour le 25 juillet 2025 selon son propre chronogramme. Ce report, sans nouvelle date connue à ce jour, met les partis en difficulté car dans l'expectative. Il est donc impératif que les formulaires soient remis avant le 25 août 2025, date limite prévue par le chronogramme. Nous demandons également que les autorités compétentes procèdent à l'ouverture de la plateforme dédiée à l'obtention du quitus fiscal, pièce incontournable dans les dossiers de candidature. Tout retard dans ce domaine crée des encombrements de dernière minute qui sont préjudiciables à la sérénité dans l'obtention de ce document. Par ailleurs, l'ouverture récente des canaux numériques permettant aux citoyens de vérifier et de modifier leur centre de vote par l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, et l'annonce de leur déploiement dans les 546 arrondissements de notre pays répond à la demande que le cadre a formulée à leur endroit. Nous nous en félicitons et demandons à l'ANIP de prendre toutes les dispositions pour rendre effectif ce déploiement. Nous saluons également la finalisation des travaux concernant l'audit du fichier électoral réalisé par les experts internationaux recrutés par le comité de pilotage, dont les premières conclusions confirment l'existence de plusieurs insuffisances à corriger pour fiabiliser l'outil. Nous prendrons la parole les jours à venir afin d'éclairer l'opinion publique sur les recommandations faites par les experts lorsque le rapport final nous sera présenté par le comité de pilotage. Et l'une des recommandations phares de l'audit porte sur la date de référence pour l'inscription des nouveaux majeurs afin d'éviter toute exclusion des jeunes votants entre deux scrutins. Une suggestion saluée par le consultant politique Agapit Napoléon Maforican pour qui la balle est désormais dans le camp des acteurs politiques. Tout ce que les auditeurs ont dit, la seule chose qui est utile à prendre en compte par le législateur, c'est le votant en fin de cycle qui n'est pas pris en compte. Les nouveaux majeurs de la présidentielle qui ne sont pas pris encore en compte. Et ça, c'est un travail du législateur. C'est pas un travail de l'ANIP ni la Sénat. Alors donc, quelles sont les recommandations du cadre de conservation de l'opposition? De deux choses l'une. S'ils arrivent à convaincre le Parlement de le faire et que lorsque le Parlement va se réunir en tout consensus, donc entre l'opposition et la majorité, il n'y aura pas d'autres boîtes à Pandore à ouvrir. Je suis convaincu
que peut-être le Parlement peut les écouter. Tant qu'il y a entente et il n'y a pas rouerie, lorsque la classe politique se fait confiance et la confiance semble totale, vous verrez bien que ça va aller meilleur. Mais cette confiance n'existe pas. Et c'est peut-être là le vrai problème. Sinon, si le cas de Côte d'Ivoire convainc l'Union progressiste de renouveau et le Bloc républicain, ils peuvent se réunir ponctuellement pour permettre au nouveau majeur de 2026 de voter pour la présidentielle. Donc, je ne pense pas que ça poserait un problème au niveau de la NIP, au niveau de la Sénat, peut-être un peu plus de dépenses électorales, pas plus. Donc, et moi, je trouve que ce serait vraiment la meilleure chose qui puisse arriver possible. Mais s'il ne peut pas s'entendre, pour éviter toute boîte de Pandore à ouvrir, je pense que autant rester tranquillement là, finir le processus et faire assumer l'exclusion de ce nouveau majeur. Ils ne sont pas pris en compte, c'est tout. Ainsi se referme la première séquence de l'actu en 7. Changement de décor, mais toujours dans l'arène politique, le chef de l'État a tendu la main à l'opposition en proposant un accord de gouvernance avec la majorité présidentielle, un geste qui divise entre espoir d'unité et scepticisme. C'est une déclaration qui n'est pas passée inaperçue. En marge d'une rencontre avec la jeunesse, le président Patrice Talon a surpris en tendant la main au principal parti d'opposition, les démocrates. Il a clairement recommandé la mise en place d'un accord de gouvernance ou d'une coalition parlementaire avec les partis de la majorité présidentielle. Une sortie inattendue, mais cohérente avec la vision qui porte depuis son accession au pouvoir, c'est d'un Bénin uni au-delà des clivages politiques. Lorsque un des fils de la nation a une préoccupation, je crois que le bon père cherche toujours à trouver la solution et le juste milieu, car le chef de l'État a apporté aux préoccupations de Guy Mitokpe, qui me semble-t-il est la préoccupation de l'opposition. Et en invitant l'opposition dans une éventuel accord de gouvernance parlementaire, je crois que le chef de l'État est resté fidèle à sa vision. Cette vision qui veut que les Béninois s'unissent, les Béninois se mettent ensemble, se mettre dans un grand ensemble pour penser au développement. Le chef de l'État est aussi resté fidèle à sa vision selon laquelle ce n'est pas l'individu qui compte, mais c'est l'ensemble qui compte. Et il faut avoir comme objectif premier le développement et le bien-être de la population. Une recommandation qui, selon l'honorable Abibou Woro-Kobou du parti Les Démocrates, entre en contradiction avec les textes de loi en vigueur et ne s'inscrit pas dans le cadre institutionnel prévu par le système partisan. Une possibilité d'alliance, de coalition ou d'accord de gouvernance entre la mouvance et l'opposition, je crois que ça entre en contradiction avec les textes de la République, les textes qui définissent le statut de l'opposition, d'accord, qui ne permet pas de réunir ces deux chapelles politiques. Et à partir de cet instant, alors, je ne conçois pas que le premier des Béninois aille nous faire une telle proposition. Pour nous, ça n'a aucun sens. Ça ne correspond pas avec le système partisan qui est mis en place. Nous sommes dans un système où c'est conçu pour que nous ayons une mouvance et une opposition. À partir du moment où cette proposition va contre cela, ça veut dire que ce n'est pas en accord avec nos valeurs. Et le système démocratique ne l'accepte pas et c'est inenvisageable. Pour Mohamed Akintola, membre du parti Renaissance nationale, cette recommandation est tout à fait envisageable sur le plan légal. Selon lui, aucune disposition juridique ne s'y oppose formellement. Les faits jetés à la séance ou alors expliquer à la jeunesse l'impossibilité que le code électoral actuel nous conduise dans l'impasse au sortir des élections générales de 2026. Il évoquait même la possibilité, dans le but de tous travailler de façon collégiale et unie pour le développement du Bénin, la possibilité donc
pour la participation à ces élections-là, que tous les partis politiques, pourquoi, s'entendent pour faire un accord parlementaire afin de sauter le verrou des 20% individuels dans chacune des circonscriptions électorales. Oui, techniquement c'est possible. De façon légale, aucune loi ne s'y oppose, puisque lorsque dans le fond, vous sillonnez un peu l'idéologie des partis politiques, l'idéologie dans un contexte de système partisan qui devrait être le fondement, le socle de la création et de l'action de tout parti politique, vous voyez qu'ils ont presque tous les mêmes idéologies. Donc sur la base de l'idéologie, on devrait pouvoir dire que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, on peut toujours s'entendre pour faire un accord parlementaire afin de sauter le verrou des 20%. Augustin Sodjinou et Mohamed Akintola croient en bonne foi du président Patrice Talon, mais émettent des réserves quant à la faisabilité réelle d'une telle coalition dans la pratique. Moi, je crois en la bonne foi du chef de l'État, mais j'ai des doutes dans la mise en application parce que je sais très bien que la politique étant un terrain de jeu d'intérêt, ça va être difficile que les uns et les autres, surtout n'ayant pas la même vision, c'est-à-dire le bord de l'opposition et le bord de la mouvance n'ayant pas la même vision, je vois très mal comment est-ce qu'un accord de gouvernance parlementaire peut leur permettre aujourd'hui, avec le temps qui nous sépare de 2026, se mettre d'accord sur une éventuelle possibilité de voir les choses de commun accord par rapport aux élections de 2026. Techniquement, c'est possible. Légalement, rien ne s'y oppose. Mais dans la pratique, est-ce que ça se fera? Ça, c'est du wait and see et j'en doute énormément. Entre ouverture politique et prudence institutionnelle, la proposition du président Talon divise. Si certains y voient une main tendue en faveur de l'unité nationale, d'autres redoutent un affaiblissement du jeu démocratique. Pour Georges Anangonou, oui à la collaboration, mais pas au prix du silence. C'est en critiquant le système qu'on l'améliore. Ce qu'il faudrait faire, c'est que toute la classe politique s'entende pour travailler dans un même creuset. Mais dans quel même creuset la classe politique peut quand même travailler? C'est de faire la part des choses. Pour savoir que la querelle politicienne, si elle arrive, on l'évite pour pouvoir permettre que les institutions de notre pays, que le gouvernement qui est là puisse travailler normalement, mais n'exclut pas que nous puissions de temps en temps le critiquer, parce que c'est en critiquant le système qui est là qu'on fait sortir ses faiblesses et qui montre le chemin pour les élections à venir. Donc, je trouve que ce serait difficile de mettre en place ce que le président Talon aurait souhaité que ça soit pour la prochaine gestion de notre pays. Parce que, vous savez, à la fin d'une gestion, il faut que quelqu'un porte la responsabilité du résultat. Si on fait ce que le président Talon demande, ce qui peut peut-être donner la voie normale pour conduire dans un climat qui permette d'atteindre le développement, mais si à la fin de ce régime, qui portera la responsabilité de ce qui aurait été fait durant tout ce temps-là, si toute la classe politique se confondait? Oui, on peut se mettre ensemble pour dire nous avons tous fait erreur ensemble et par conséquent, peut-être à partir de là même, la division va reprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Un climat est apaisé sur le plan politique, sur la scène politique, permet peut-être l'émulation et permet au président système qui est là de travailler normalement et de pouvoir conduire le pays à un certain niveau. Agapé Napoléon Maforican, lui, plaide pour un multipartisme assumé et un cadre de coalition parlementaire loin de l'idée d'un parti unique. La contradiction n'est pas l'apanage des systèmes démocratiques. Parfois même, le système démocratique sous nos cieux, c'est le dialogue de sourds. C'est encore dans les mêmes entités que la contradiction prend un corps. Parce que là, on est obligé de s'écouter. Il y a parfois un médiateur. On ne peut s'entendre. Or, dans le système démocratique, c'est ça que je dis, on peut garder la même chose et dire la même chose, même si les institutions légitimes disent quelque chose, on peut continuer à les contester parce qu'on est libre. Voilà un peu l'équation dans laquelle nous nous situons. J'estime que sous nos cieux, nous n'avons pas besoin d'avoir 1000 partis. La démocratie, les Chinois sont 1 milliard et quelques qui ont trouvé un modèle pour le développer. Nous, on peut, en regardant l'Occident, on peut regarder aussi l'Est et voir le meilleur modèle. Le modèle de la Chine, sans empêcher les gens de parler. Et en Chine, je ne suis pas sûr que tout le monde est empêché de parler. Ça dépend de quel type de discours vous posez. Est-ce que c'est du discours qu'on se nourrit, qui rassasie,
qui développent de grands bavardages d'amphithéâtre ou d'agora, ou c'est plutôt de la construction démocratique basée sur le développement. Restez d'abord vous-même, mais en demandant l'accord de coalition parlementaire. Ça ne vous oblige pas à être UP, UBR ou démocrate fondu l'un dans l'autre, mais on peut rester le même. L'UP peut rester l'UP, le BR peut rester l'UP, les démocrates peuvent rester les démocrates, en étant dans une logique de collaboration, donc vision commune, méthode peut-être différente. Je pense que ce que dit le président peut être repensé au-delà du parti unique, du monolithisme. Quand on dit restons ensemble, restons pluriels, mais ensemble, dans une vision de développement. Ça peut se voir aussi ainsi. De son côté, Joël Ataï-Guédégbé voit dans cette ouverture un gage de stabilité pour conduire les réformes à condition que la complémentarité des pouvoirs soit préservée. Non, un chef de l'État n'est pas un chef de faction, donc il ne peut qu'en appeler aux bonnes volontés du plus grand nombre. Et on a besoin d'une certaine tranquillité, d'une certaine base élargie pour pouvoir mettre en œuvre ces actions, les desseins qu'on nourrit pour son peuple, pour la communauté nationale. Donc en ce sens, c'est le bon sens qui s'exerce. Un chef de l'État restant la clé de voûte des institutions et doit se préoccuper de la bonne complémentarité des 10 institutions, de l'inclusion de l'ensemble des forces vives du pays pour que, à l'arrivée, notre pays en bénéficie. Et si nous nous divisons éternellement en factions, il n'en sortira pas grand-chose. Si nous sommes en guerre tout le temps contre nous-mêmes, si nous confondons concurrence et détestation ou diabolisation infinie, à l'arrivée, on constatera qu'on est les canards boiteux de la communauté internationale de la sous-région. En homme pragmatique, il voit très bien l'intérêt qu'il y a à avoir une forme d'apaisement, mais c'est encore le même qui n'a pas manqué de dire et qu'il a souvent été désespéré de ne pas avoir des critiques à bon aloi. Et on a besoin, quand on a le nez dans le guidon, quand même, que de temps à autre, on attire votre attention sur la tenue de la route ou sur les virages que vous pourriez prendre. Dans un registre plus historique, Timothée Adanlin rappelle que la cession du Bénin à la souveraineté a été assortie, selon lui, d'un cadeau empoisonné laissé par la colonisation. Il y a 65 ans, le Dahomey d'alors, le Bénin d'aujourd'hui, a cédé à la souveraineté nationale. Les Béninois à ce jour ont connu plusieurs régimes politiques, instaurés par ses dirigeants au lendemain de l'indépendance qui aspiraient tous à un développement socio-économique du pays. Avons-nous réellement évolué vers cette aspiration? Une question adressée à Timothée Adanlin, ancien ministre de la République, qui tente de répondre. Avec le temps qui est passé, je considère que c'est un cadeau empoisonné. C'est-à-dire que j'ai le sentiment maintenant que le colon a trouvé un moyen de se débarrasser sur nous de ces problèmes. Faire en sorte que les problèmes nous sommes confrontés aux problèmes entre nous, beaucoup plus que entre eux. Eux, ils peuvent tirer la ficelle sans avoir trop à se gêner. Hubert Maga prend la tête du jeune État indépendant le 1er août 1960. Le premier président hérite d'un pays à la vie politique déjà très animée et en bons termes relatifs avec la France. Hélas, le manque de ressources financières que n'arrangera pas la pauvreté du pays en ressources naturelles rend difficile la concrétisation d'un véritable programme de développement. Cette situation crée un malaise social, des divisions entre nordistes et sudistes se dessinant sur fond de pauvreté. Le 28 octobre 1963, le colonel Christophe Soglo renverse le gouvernement civil. C'est le début d'une longue période d'instabilité politique marquée par des coups d'État successifs qui nuisent véritablement à l'économie du pays.
Entre 1963 et 1972, le Bénin connaît une série de 5 coups d'État avec pas moins de 11 présidents, ce qui voit l'ancien quartier latin de l'Afrique le surnom d'enfant malade de l'Afrique, précise l'ancien syndicaliste. La révolution ou le coup d'État du 26 octobre 1972 a amené des gens à trouver que le fait de dire « vive la révolution » était quelque chose qui dit donc que des choses vont changer, les choses ne seront plus comme par le passé. Et c'est là que je sais que tous ceux qui avaient quelque peu une prise de conscience que la domination, ce qu'on a appelé la domination étrangère, était, disons, à l'origine de tout ce qui nous arrivait. Dès son accession en 1972, le président Mathieu Kérékou entame un véritable programme de nationalisation au fort relent communiste pour relever l'économie et vaincre la pauvreté. Pourtant, malgré une tentative d'industrialisation marquée par la construction d'une cimenterie à Onigbolo ou d'une sucrerie à Savère renforcée par l'exploitation d'un petit gisement pétrolier à Sémé à partir de 1983, le pays n'atteint pas la prospérité tant attendue. Il y a 2 éléments qui ont fait que, personnellement, j'ai considéré que le PRPB peut faire tout, sauf le bonheur du peuple. Si on dit, c'est-à-dire la dictature, ce qu'on a appelé la dictature du prolétariat, qui n'est rien d'autre que la dictature du seul chef, que ça là, ça fait que le modèle qu'on voulait que le Bénin suive, c'est le modèle guinéen de Sékou Touré. Modèle guinéen de Sékou Touré où, en réalité, bon, disons pour un rien ou pour un non, c'était le carnage. Nous, on a commencé par dire, ça, c'est grave. En tout cas, moi, c'est grave. Deuxième chose, il y a ceux qui ont suivi, on a dit, qu'il y a un modèle qui devait être aussi suivi. On dit le Kampuchea démocratique. C'est la gouvernance politique. Hein. Ça veut dire, c'est la dictature, c'est ceux qui sont au pouvoir, qui disent, au nom du peuple et autres là, c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Et conséquence, bon, ben, tout commence à se fermer contre nous. Et là, le PRPB a été obligé, parce que toutes les portes se sont fermées, et on est resté, c'est-à-dire la mauvaise gouvernance là, a eu comme conséquence que le PRPB n'était plus en mesure de payer les salaires pendant plusieurs mois. Dans les années 1990, le virage démocratique pris par le pays avec l'adoption d'une nouvelle constitution lui attire les faveurs des bailleurs de fonds internationaux. Allègement de dettes, prêts et rallonges spéciales sont accordés au pays comme une véritable prime à la démocratie. Hélas, cela ne suffit pas pour faire véritablement décoller l'économie. Quelques années plus tard, ce que l'invité appelle le séisme de la dévaluation du franc CFA, le 11 janvier 1994, contribue à créer une nouvelle crise sociale. Des millions de Béninois voyant leur pouvoir d'achat baisser du jour au lendemain. Cependant, le pays doit également ses difficultés à sa structure économique particulière, fortement dépendante du Nigeria. Au fil des années, les gouvernements successifs n'ont pas réussi à mener de véritables actions fortes qui pourraient réduire un phénomène. Malheureusement, ce modèle reste une source de fâcheuses conséquences pour l'économie béninoise. Depuis 2016, le pays est dirigé par le président Patrice Talon qui semble avoir impulsé une nouvelle dynamique de développement, tant dans les secteurs politiques, économiques que sociaux.
Partant de ce constat, l'ancien ministre Timothée Adanlin pense que la moralisation de la vie publique représente l'un des défis majeurs. Cette moralisation suppose un cadre réglementaire approprié, vulgarisé et dont les principes fondateurs font l'objet d'une appropriation sans faille par l'ensemble des acteurs. Elle suppose également une justice transparente et efficace qui protège les libertés selon l'ancien syndicaliste. Il faut souhaiter que le système soit effectivement quelque chose qui fasse que on ait des chances, que ceux qui font, parce que ce n'est pas des robots qui feront, c'est des hommes qui feront. Et c'est la moralité de ces hommes. Et s'ils sont si quelqu'un est convaincu de quelque chose, il faut qu'ils le disent, il faut qu'on le fasse. Je souhaite qu'on s'entende sur le développement et que la politique ne soit pas contraire au développement. 65 ans après les indépendances, les acquis du Bénin semblent être plus démocratiques qu'économiques. Si le pays a pu atteindre un niveau important de maturité politique, il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour espérer un jour relever le défi du développement, a conclu l'ancien ministre Timothée Adanlin. Et pendant que la classe politique débat, les forces armées béninoises restent en première ligne dans le parc national de la Pandjari. Elles ont abattu 3 terroristes et saisi des armes de guerre lors d'une opération menée du 31 juillet au 3 août. Une nouvelle victoire pour l'opération Mirador qui, depuis mai, inflige de lourdes pertes aux groupes armés et sécurise nos frontières. Moi, en tant que journaliste, j'ai eu la chance, il y a 2 ans, d'aller au front. J'étais dans le parc de la Pandjari et j'étais dans le parc de Louvet où j'ai assisté quand même à cette opération, comment ça se déploie. J'ai été au front, j'ai été sur les positions, bien sûr. Je me rappelle à Ali, on a vu les dégâts. Avoir 3 terroristes qui neutralisés, c'est une prouesse parce que ça n'arrive pas tous les jours, bien évidemment. Toutefois, je continue de le dire, aujourd'hui, si on a une panacée, si on a une recette, si on a une réponse quand même qui soit à la hauteur de la lutte contre le terrorisme, c'est cette coalition entre les pays qui sont les plus frappés. Mais c'est déjà bien que les forces de défense et de sécurité au Bénin font déjà le job. Ils s'attellent avec toutes les difficultés qu'ils rencontrent quand même à pouvoir le faire. Il faut leur rendre un hommage. Cette information, non seulement en l'apprenant, cela fait du bien au moral des troupes, mais aussi à nous autres Béninois qui sommes ici. Nous ne sommes pas au front, mais nous apportons notre soutien moral à ces vaillants soldats. Cela fait du bien à notre moral aussi, de savoir que grâce à eux, grâce à leur détermination, que nous sommes en paix, nous sommes en sécurité. Les forces armées constituent le dernier rempart de la République. Et nous devons toujours leur apporter notre soutien. Et il faut reconnaître donc à cet effet les efforts de ce gouvernement pour permettre à l'armée de pouvoir faire son travail. C'était l'Action 7.